Bienvenue aux deuxièmes journées de l'International, organisée par CCI International PACA en partenariat avec Business France et CCI France International, avec le soutien de nombreux partenaires qui vont s'afficher sur... Non. Bon. Donc moi-même, donc Sophie Mercier, je suis la responsable régionale d'Atios International, qui est une société d'accompagnement à l'international des PME et ETI françaises. Et on est notamment présent dans 18 pays en filiale et on est présent au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Alors aujourd'hui, donc, on va parler de l'Amérique du Nord. Pourquoi ce sujet? Alors, déjà, est-ce que c'est un marché qui vous intéresse? C'est le plus gros marché mondial, encore aujourd'hui. Et d'après une enquête qui a été réalisée l'année dernière par CCI International PACA, donc auprès de 1200 entreprises exportatrices de la région, vous êtes 17% à avoir dit que vous exportiez déjà en Amérique du Nord et 22% qui avaient dit que vous souhaitiez développer vos ventes à l'international. D'où ce workshop. Alors c'est vrai qu'en plus, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, mais c'est dans un contexte politique compliqué depuis l'arrivée de Donald Trump. Donc c'est un peu le but de l'éclairage qui va être fourni par nos deux experts. Avant de leur laisser la parole, n'oubliez pas que donc, vous pouvez poser toutes les questions que vous souhaitez via le flux, le live streaming. Et donc, vous avez normalement une petite explication devant vous. N'hésitez pas à poser les questions et moi, je les sélectionnerai et les poserai au fur et à mesure à nos intervenants. Donc, on va commencer avec Laurence Grelet, donc expert Business France basé à Chicago, concernant donc, la nouvelle politique américaine, donc justement depuis l'arrivée de Donald Trump. Bonjour, merci Sophie, bonjour à tous. Très heureuse d'être parmi vous ce matin. Donc effectivement, moi je suis basée à Chicago. Je représente aujourd'hui l'Amérique du Nord. Business France en Amérique du Nord, c'est à peu près 110 personnes, 10 implantations au Canada et aux États-Unis. Donc l'idée ce matin, c'est effectivement de vous parler d'Amérique du Nord. Alors bon, c'est un marché, je pense que tout le monde connaît un petit peu, même si vous n'y êtes pas forcément tous présents pour l'instant. Moi, j'ai articulé ma présentation en 3 parties. D'abord, une première partie pour, sans vous redonner trop de chiffres, donner quand même un regard sur la taille de ce marché. Une deuxième partie, davantage sur l'actualité et aussi un regard sur la façon de faire des affaires aux États-Unis et au Canada. On est malgré tout sur des cultures différentes, même si on adresse 2 pays qui sont développés. Et puis une dernière partie, davantage sur la façon dont nous, Business France, on peut vous accompagner. Donc je vais commencer par quelques éléments. Ça a été déjà effleuré ce matin. On est sur la première zone économique au monde. C'est un marché important, c'est un marché dynamique. Et c'est une économie qui est très ouverte. Alors effectivement, il y a un cadre. C'est pas un marché où on se développe, on va dire, de façon opportuniste. C'est un marché qui nécessite de la préparation, mais si cette préparation est faite sérieusement, c'est vraiment un marché qui est ouvert, qui est dynamique et qui présente vraiment un potentiel important dans de nombreux secteurs. Donc, on avait un atelier à Marseille hier et j'ai bien aimé l'entreprise qui témoignait sur l'Amérique du Nord, disait « oser ». Il faut oser l'Amérique du Nord. C'est vraiment un marché où il y a des tas de choses à faire. Donc voilà, c'est peut-être la première chose à retenir. En termes de taille de marché, c'est 6 fois la population de la France, c'est 7 fois notre PIB. C'est un niveau de vie élevé. Et c'est un marché qui est accessible aux PME. Pourquoi j'ai mis sur la slide encore sous-exploité? Parce qu'effectivement, la part de marché française, notamment la part de marché des PME françaises aux États-Unis,
elle est encore finalement, elle existe, mais elle pourrait être beaucoup plus importante. Donc c'est vrai que voilà, c'est vraiment un marché à regarder tout en étant préparé. Alors peut-être quelques points d'actualité. Ça a été un petit peu évoqué ce matin. Donc effectivement, je parlais de dynamisme du marché. Aux États-Unis, les États-Unis ont vécu la crise, bien sûr, 2008-2011, qui a touché de nombreux secteurs. Vous avez certainement suivi ce qui s'est passé, notamment dans le secteur automobile. Aujourd'hui, la crise, elle est derrière. En 2016, on était à 2,4% de croissance. On est sur un marché en plein emploi. Il y a un peu plus de 4% de chômage. Le sujet, c'est presque davantage de réussir à recruter. Le marché est vraiment très dynamique en termes de ressources humaines. Alors effectivement, on est dans un contexte, depuis les élections de la fin de l'année dernière, un petit peu particulier. La nouvelle administration Trump fixe un cadre qui finalement est un peu en quelque sorte jamais vu. Aux États-Unis, on est dans une situation qui est difficilement prévisible. Une fois que l'on a dit ça, je parle de contexte de relative incertitude, dans le sens où, effectivement, la situation est la suivante. La nouvelle administration, donc au niveau fédéral, se retrouve dans une situation... on va dire un peu désorganisé, c'est-à-dire qu'au niveau de l'État fédéral, vous avez les différentes directions. Même notre ambassade aujourd'hui n'a plus forcément d'interlocuteurs dans les différentes directions de l'administration fédérale. Certaines personnes ont été nommées, certaines personnes sont parties. Donc au niveau de l'État fédéral, on va dire que le fonctionnement est effectivement assez désorganisé. Par contre, l'avantage d'un État fédéral, c'est que vous avez après, derrière, chaque État fédéré, chaque État a un certain pouvoir, chaque État prend un certain nombre de décisions dans différents secteurs d'activité, et là, ça fonctionne. Là, le travail continue, la vie continue. Donc, pour une entreprise, aujourd'hui, rien n'empêche le développement de l'activité. Si je prends un exemple dont vous avez peut-être entendu parler, dans le secteur de l'environnement, la nouvelle administration avait annoncé la baisse des budgets de l'agence de l'environnement américaine, voire même sa fermeture. Ça n'empêche pas qu'en Californie, par exemple, les investissements continuent dans le secteur de l'environnement. Donc, voilà, ce que je veux dire, c'est que la situation, elle est incertaine de façon globale. Donc, effectivement, cette désorganisation au niveau de l'État fédéral, elle va certainement avoir des conséquences sur le moyen terme, en termes de prise de décision, de réglementation, de prise de décision sur les accords qui sont peut-être éventuellement remis en question. Mais on voit bien qu'il y a eu un certain nombre d'annonces et puis finalement, il n'y a pas de prise de décision. Donc, au jour le jour, je veux dire, l'économie continue de croître, le commerce se fait. Et nous, notre vision des choses, en tout cas Business France, dans nos différents bureaux, c'est que voilà, on continue d'accompagner les entreprises qui se sont installées. Ce qu'elles nous disent, c'est que voilà, il n'y a jamais eu autant d'activités depuis le début de l'année. Donc je veux dire, voilà, la situation, elle est celle-ci, et je pense qu'il faut voir les choses aussi de façon assez pragmatique. Sur le Canada, alors j'ai fait un focus sur l'accord qui est entré en vigueur la semaine dernière. Vous en avez peut-être entendu parler. Donc c'est un accord qui a été donc signé entre le Canada et l'Union européenne, qui va permettre de faciliter les échanges. Donc c'est un accord qui finalement va changer beaucoup de choses, qui réduit drastiquement les droits de douane sur énormément de produits, qui va faciliter l'accès au marché public canadien. Donc ça veut dire le secteur des transports, le secteur de l'environnement, et puis la reconnaissance d'un certain nombre de produits sous indication géographique française protégée,
Donc ça, effectivement, c'est un point important. On n'en parle peut-être pas assez de cet accord et de surtout ses conséquences positives pour les entreprises françaises. Alors c'est un accord Canada-Europe, hein, ça touche tous les pays d'Europe, mais c'est vrai que la relation, on va dire, entre la France et en particulier le Québec est très forte, et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qui va permettre des opportunités encore plus importantes pour les entreprises. Alors je vous ai mis effectivement cette slide parce que je pense que c'est quelque chose qui est important. Je ne sais pas si dans la salle beaucoup d'entreprises ont déjà tenté l'aventure nord-américaine, où ils sont déjà présents. On le disait ce matin, je pense qu'effectivement, le premier élément à retenir, c'est que c'est un marché avec un potentiel énorme, mais c'est aussi un marché qui est exigeant. Ça veut dire qu'effectivement, il faut être préparé. Et je dirais que compte tenu de la taille de ce marché, c'est un marché qui a la taille d'un continent en fait. Ça veut dire que pour une PME, pour moi, une PME qui veut venir en Amérique du Nord, il faut que ce soit vraiment un choix stratégique et il faut que ce soit un choix sur les 3-4 années qui viennent. Sauf exception, pour moi, une PME, elle ne peut pas en même temps décider d'aller en Amérique du Nord, en Allemagne et en Chine. Ça, c'est pas possible. Enfin, ça moi, je dirais non. Voilà, c'est un marché qui doit, le jour où vous y allez, c'est votre marché prioritaire pour les 3 ans à venir. Une fois qu'on a dit ça, ce qu'il faut se dire aussi, c'est que même si c'est un marché développé, un pays développé, qu'on pourrait, en termes de niveau de développement, peut-être comparer à la France, même si le niveau de vie est plus élevé, culturellement, nous sommes très différents. Beaucoup plus différents que ce qu'on peut imaginer. Alors, c'est pas pour ça que c'est pas possible, au contraire, mais ça veut dire que, il faut se préparer et il faut être prêt à perdre un peu ses repères et à s'adapter à de nouveaux repères. Alors, pour être très, très concrète, effectivement, dans les relations d'affaires, par exemple, alors on parle souvent du pitch aux entreprises qui arrivent en Amérique du Nord. Qu'est-ce que c'est que le pitch ? Le pitch, c'est l'art de savoir se présenter et présenter son entreprise et son offre en 5 minutes, on va dire. Un Américain, il est pragmatique, il a besoin d'aller à l'essentiel, il prend une décision très vite. Donc ça veut dire que si vous rencontrez un potentiel partenaire, un potentiel client, il faut présenter qui vous êtes, il faut présenter votre entreprise, présenter votre offre bien sûr, mais surtout faire comprendre à votre interlocuteur comment vous allez répondre à son besoin. C'est ça qui l'intéresse, et c'est quasi uniquement ça qui l'intéresse. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'histoire de votre entreprise, les détails techniques de votre solution, ce n'est pas son sujet au premier échange. Donc, voilà, ne perdez pas de temps, je dirais, à expliquer toute l'histoire, expliquer la technique. Vous allez le perdre. Il faut aller à l'essentiel et lui prouver que vous allez, vous, répondre à son besoin, et mieux répondre à son besoin que les concurrents éventuels que vous avez autour de vous. C'est ça qui va permettre d'accrocher son attention. Une fois que ça, c'est réussi, vous allez ensuite parler de la technique, rentrer dans le détail, etc. Le prix est un sujet important aussi pour les Américains. Alors là, je parle de façon globale, hein, il peut y avoir des spécificités par produit, mais les Américains, sur un certain nombre de secteurs d'activité, le prix va être un élément important, peut-être plus que la qualité par rapport à notre vision à nous, en France et en Europe. Donc ça, c'est aussi un élément important. Et puis le dernier élément, on n'en a pas parlé, c'était un peu évoqué ce matin, on reste quand même sur un marché qui est compétitif, à taille d'un continent. Donc ce marché, évidemment, vu son potentiel, intéresse tout le monde. Donc évidemment, vous n'allez pas être seul. Vous n'allez pas être seul, donc ça veut dire que savoir se présenter, c'est essentiel, et qu'ensuite, il faut que vous sachiez aussi, avant d'arriver, vous positionner votre produit.
C'est là où on parlait de l'importance des conseils en amont, c'est essentiel. Avant de venir, assurez-vous ou faites-vous accompagner pour être sûr que, vous avez du potentiel, pour avoir identifié vos concurrents, et pour être capable de mettre en avant ce qui va vous différencier de tous les autres. On est sur un marché qui va forcément chercher l'innovation. Donc effectivement, il faut être capable de montrer que mon produit est différent, que ce soit en termes de, on va dire, je sais pas moi, de résultats, de prix, de qualité, de rapidité, voilà. Mais il faut montrer sa différence. Ensuite, alors j'ai mis effectivement dans les relations d'affaires savoir networker. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mot anglais. On parlerait peut-être de réseautage en français. Le savoir, on va dire, développer et cultiver son réseau, c'est quelque chose aussi qui est très nord-américain et qu'on ne fait pas forcément. Voilà, c'est pas culturellement dans l'esprit français ou peut-être européen. Ça veut dire que beaucoup de choses se font à travers des contacts. Vous allez avoir aux États-Unis beaucoup de petits événements en fin de journée qui sont soit directement liés à votre activité, soit indirectement, des événements montés par des clubs d'affaires, etc. Tout l'intérêt de ces événements, c'est de faire se rencontrer les gens. Donc ça veut dire que vous arrivez à un événement comme celui-là, il y a une 50aine de personnes. Alors c'est vrai que nous, Français, on va plutôt avoir tendance, dans ce genre d'événement, à repérer la personne qu'on connaît et puis aller discuter avec la personne qu'on connaît. Là-bas, il faut faire tout l'inverse. Il faut justement aller voir les gens qu'on ne connaît pas. Et alors, c'est une série d'échanges. Ça va durer 3-4 minutes avec chaque personne. Vous présentez, donnez votre carte, vous expliquez ce que vous faites. Et très vite, l'idée, c'est de se dire, ah bah tiens, cette personne, peut-être que directement ou indirectement, à un moment donné, elle pourra me faire entrer chez un tel ou me donner un contact. C'est vraiment ça, la façon, quand on parle de networking aux États-Unis, c'est ça. Et effectivement, alors, la discussion ne va pas durer une demi-heure. Le but du jeu, c'est vraiment d'avoir repéré qui est qui, et qui, à un moment donné, pourra m'aider dans mon développement. Et donc, effectivement, voilà, c'est des gens ensuite que vous allez retrouver sur LinkedIn ou sur tel ou tel réseau, et puis qui peut-être vous n'aurez pas de nouvelles pendant 3 semaines, 1 mois, et puis à un moment donné, ils vous auront gardé dans leur contact, et puis ils vont vous recontacter en vous disant « Ah mais tiens, j'ai rencontré un tel, ça peut peut-être vous intéresser ». Ça fonctionne comme ça, beaucoup comme ça. Donc ça, c'est voilà, il faut se mettre dedans, c'est important. Et puis autre point aussi, je parlais de marché exigeant. La ponctualité, c'est quelque chose de très important aux États-Unis. Donc si vous avez un rendez-vous, il faut arriver à l'heure. Il faut arriver à l'heure et en général, un rendez-vous, une réunion dure 1 heure maximum, mais vraiment 1 heure. C'est-à-dire qu'au bout de 55 minutes, il faut regarder la pendule et vous dire ça y est, dans 5 minutes, c'est fini. Parce que dans 5 minutes, c'est vraiment fini. Ils se lèvent, ils s'en vont. Donc voilà, ça c'est aussi un repère qu'il faut avoir. Et puis ensuite, pour se développer, effectivement, une fois qu'on a fait cette phase de préparation et qu'on a accroché, on va dire, l'intérêt de potentiels partenaires, prévoir une présence physique, c'est un marché qu'on peut difficilement gérer à distance. Là, encore une fois, pragmatisme de l'américain, efficacité. Lui, s'il a un souci, il a besoin de savoir qu'il y a un contact ici qui peut appeler. S'il faut qu'il commence à réfléchir qu'il y a un décalage horaire, que la personne n'est pas là, c'est compliqué. Donc voilà, assez vite, il faut être présent sur place. S'adapter à la pratique des affaires, on en a parlé. Se protéger, propriété intellectuelle, risque juridique, cadre comptable et fiscal. On est dans des repères différents. Donc encore une fois, là aussi, n'hésitez pas à vous entourer. Alors on a tous des réseaux de partenaires que l'on connaît bien, qui peuvent vous accompagner sur place, des cabinets d'avocats, des cabinets comptables. C'est vraiment, il faut vraiment pas faire d'économie là-dessus. Ça a un coût, il faut l'intégrer dans votre stratégie, mais on est vraiment sur des cadres différents, les contrats sont différents. La comptabilité est différente. Donc voilà, c'est ça. Je pense qu'il ne faut pas improviser là-dessus parce que ça peut vous faire perdre du temps puis vous faire perdre de l'argent surtout. Et puis la réglementation, encore une fois, on est sur un marché différent. La réglementation n'est pas la même.
Les normes ne sont pas les mêmes. Donc là aussi, en termes de préparation, voilà, on en revient toujours à ce sujet de la préparation. Peut-être pour terminer, 2 mots sur le réseau de Business France en Amérique du Nord. Donc je vous le disais, nous sommes à peu près 110 personnes, 10 bureaux. Nous avons une organisation sectorielle, donc on essaie de couvrir les différents secteurs d'activité. Et puis je vous ai mis une dernière slide. Business France, on peut vous accompagner du début de votre démarche et de la préparation jusque, voilà, là, on va dire à la préparation de votre implantation. Compte tenu de la particularité de ce marché et de l'importance de cette phase de préparation, on a mis en place des programmes d'accélération. Alors, c'est des programmes qui existent, qui sont nés en fait en Amérique du Nord, qui commencent aussi, je crois il y a la Chine qui en fait maintenant. On est sur des programmes qui sont un accompagnement dans la durée, en fait. Donc, on accompagne les entreprises sur 10 mois, avec une phase en France de préparation. Et quand on dit préparation, c'est du coaching, c'est de l'accompagnement dans la précision de votre stratégie sur l'Amérique du Nord en fonction de votre produit. C'est vous aider à être capable de faire le pitch, revoir votre PowerPoint, vous aider à préparer vos outils de communication. L'idée étant que le jour où vous arrivez, tout ça, c'est prêt. Parce qu'effectivement, je le disais tout à l'heure, vous aurez une seule chance. Vous venez pour un programme de rendez-vous, vous voyez l'américain, voilà, soit ça marche, mais vous ne pouvez pas ce jour-là vous dire « Ah mince, j'ai mon PowerPoint de 20 slides, je ne l'ai pas revu, zut !» Ben non, parce que vous ne le verrez qu'une fois dans ce cas-là. Donc voilà, toute cette phase de préparation est intégrée dans ces programmes. Ensuite, l'idée, c'est que vous venez sur place, donc ça peut être une semaine, ça peut être 15 jours. Là, on vous fait rencontrer un certain nombre d'interlocuteurs, donc ça peut être effectivement sur le début de la mission des partenaires qui vont pouvoir vous accompagner, vous donner un peu les clés de comment ça fonctionne en termes comptables, en termes juridiques, en termes de levée de fonds. Et puis ensuite, évidemment, une rencontre avec des interlocuteurs américains de votre secteur d'activité, que ce soit partenaires potentiels ou clients potentiels. Et puis ensuite, quand vous rentrez en France, là, on continue en fait de vous accompagner pendant 6-8 mois. Le but du jeu, c'est qu'on va vous aider à faire le suivi. Là, encore une fois, l'Américain, une fois que vous avez eu un rendez-vous, que ça a accroché, si vous attendez 3 semaines pour revenir vers lui, vous n'allez pas être crédible. Donc, il faut vraiment faire un suivi de proximité. C'est un marché qui va vite. Le potentiel est important, mais ça va vite. Donc, effectivement, il faut se mettre à leur rythme aussi. Donc, voilà, je vous ai mis quelques éléments. Enfin, voilà, on a plusieurs programmes d'accélération sur le véhicule connecté, sur les nouvelles technologies, l'agtech, la santé. Donc, voilà, ça fait partie des choses qu'on a développées pour s'adapter justement aux contraintes du marché. Et puis, j'en termine là. Je vous remercie. Merci, Laurence. Avant de vous laisser la parole, si vous avez des questions sur ce qui vient d'être dit, je voulais rebondir effectivement sur 2 points. Le marché est l'un des plus compétitifs au monde, clairement. On ne vous attend pas là-bas. C'est sûr que, par exemple, d'avoir déjà un courant d'affaires au Canada, même ne serait-ce qu'au Québec, ça peut vous aider, dans un deuxième temps, à approcher plus facilement les États-Unis. En tout cas, c'est vrai que c'est extrêmement rare de démarrer les États-Unis comme premier pays après la France. Il faut s'être fait les mains, les dents sur d'autres marchés avant, d'avoir des références, par exemple, sur le marché britannique aussi, ça peut être un vrai plus. Donc voilà, ça se prépare. Et l'autre point que Laurence a mentionné, qui est intéressant, c'est voir sur le long terme, clairement, c'est ce qu'on dit à chaque fois. Vous préparez à attaquer les États-Unis, il faut se dire que pendant 3 ans, ça va être que ça. Il faut y aller plusieurs fois par an, et humainement et financièrement. Il faut se dire que financièrement, on a un business plan, on peut tenir pendant 3 ans sur des investissements de salons, de déplacements, avant que on ait on va dire le retour sur investissement. Alors, on va maintenant
aborder le Mexique avec donc Olivier Soulard, qui est du club CIC international. Non, pardon. D'abord des questions. Voilà, je vois Olivier Soulard, donc tout de suite. Des questions sur ce qui vient d'être dit sur l'Amérique du Nord, États-Unis, Canada. Est-ce que vous avez... parce que je n'en ai pas sur le live streaming. Est-ce que vous... Des questions ou des... Voilà. Je me permets, non, moi ce n'est pas une question, mais je nous présente toutes les deux. On est deux experts de la Direction régionale des douanes de Nice. Je voulais juste signaler qu'on était là, parce que comme Madame a abordé la question de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis, bien sûr cela, ça a des incidences sur les formalités douanières et les agréments qu'il faut avoir. Donc n'hésitez pas à profiter de cette réunion, si vous êtes intéressé cet après-midi, pour venir sur notre stand. Voilà, je voulais profiter de le souligner. Merci. Oui, bonjour, Vincent Kiffer, je suis un jeune start-upper et qui a l'ambition d'attaquer directement le marché américain dès le départ, parce que ma stratégie est mondiale et le marché américain, c'est 50% de l'activité. Est-ce que je dois abandonner de suite après vous avoir écouté, ou est-ce que vos propos supportent quelques altérations sur le monde digital des startups et de la mobilité? Non, vous avez tout à fait raison. C'est vrai que c'est compliqué parce qu'il y a des dizaines de secteurs, mais c'est vrai que dans le cas des startups, on le voit, c'est peut-être l'exception où on a des sociétés qui de toute façon envisagent leur développement de façon globale et de toute façon se disent que ça va passer par les États-Unis. Voilà. C'est, on va dire, une exception qui confirme la règle. Voilà. Alors, je suis heureux d'entendre cette réponse. Par contre, les outils mis en place, et même s'il y a quelques aides, notamment chez Business France, qui est la pointe avancée la plus, entre guillemets, rock'n'roll sur ce secteur-là, le reste, et les outils COFAS ou BPI ne suivent pas encore des entreprises qui n'ont pas 3 bilans à présenter, alors que c'est dans cette phase critique d'amorçage qu'il est important de pouvoir être aidé et pas prêt. Est-ce que vous avez des pistes non défrichées encore ou des secrets à révéler? Que dire? Oui, je pense que, effectivement, les contraintes sur l'octroi de l'accompagnement côté COFAS et BPI France nécessitent à minima 1 ou 2 voire 3 ans d'existence. Bon, je pense que la prise de conscience, elle existe, donc je ne dis pas que ça ne peut pas peut-être évoluer, notamment côté BPI France. Ensuite, effectivement, on revient peut-être sur un sujet que j'ai effleuré très vite, ce qui est la levée de fonds. Alors là, on n'en a pas parlé. C'est vrai que nous, dans les programmes d'accélération qu'on monte, Impact ou d'autres, lorsque vous allez venir aux États-Unis, alors avant, on vous prépare, parce qu'on se prépare, on se présente pas de la même façon devant un partenaire ou un client que devant un investisseur. Donc, on vous prépare à présenter votre dossier devant un VC américain. Et ensuite, quand vous venez en mission, on vous fait rencontrer des VC. Ce qu'il faut avoir en tête quand même, c'est que, complètement d'accord sur le fait qu'effectivement, les startups sont l'exception et peuvent, si elles ont bien quelque chose de différenciant, démarrer d'office sur les États-Unis. Sur la levée de fonds, il sera difficile malgré tout de lever des fonds directement aux États-Unis sans avoir levé en France avant. Je peux me permettre, Vincent, si je peux me permettre, l'assurance premier pas prospection de BPI Assurance Export avec un seul bilan va vous permettre éventuellement, en négociation avec eux, de voir s'ils peuvent vous allouer un budget moins conséquent, c'est vrai. Alors pour les États-Unis, on revient à 30 000 euros, c'est pas forcément assez, mais à contrario, c'est déjà un premier pas, comme son nom l'indique. Et je suis pas de BPI Assurance Export. Et d'une. Et deuxio, par contre, je suis du CIC, et pour vous dire qu'on a une place de l'innovation au CIC, et à partir de là, avec nos amis de BPI, on a un chemin assez fléché et borné qui va vous permettre de rentrer dans cette phase-là, et en plus de vous lancer dans la levée de fonds. Voilà, c'était tout. Merci. Je suis aussi client CIC. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent réagir?
Eh bien, nous allons donc maintenant passer au Mexique avec donc Olivier Soulard du club CIC International. Et donc, vous allez nous donner plus d'infos sur la renégociation voulue, exprimée en tout cas par Donald Trump, des accords de l'ALENA et qui concerne notamment le Mexique. Exactement. Bonjour. Olivier Soulard, donc du CIC. Moi, je suis représentant du CIC au Mexique depuis 11 ans, directeur du bureau de représentation. Et par ailleurs, je suis membre de la section des conseils du commerce extérieur de Mexico. Très brièvement, au bureau, nous avons 2 casquettes. Nous sommes une banque, donc nous avons une activité bancaire. Nous avons des lignes ouvertes de crédit avec les principales banques mexicaines, ce qui nous permet de confirmer les crédits documentaires émis par ces banques. Nous pouvons réémettre des cautions de marché sur place dans des délais records de 24 heures. Et nous pouvons mettre en place aussi des financements moyen-long terme de biens d'équipement. D'ailleurs, la première opération qui a été faite avec la COFAS sous le nouveau schéma qui date de 2009, d'escompte de crédit fournisseur, a été fait sur le Mexique via la Lones de banque. Et nous avons une activité qui est une activité de... On m'entend mieux ? Voilà. Annexe, qui est une activité plus traditionnelle d'accompagnement des sociétés en prospection de nos clients sur le Mexique. Donc nous proposons toute une palette de services qui va de la recherche de distributeurs à l'approche de clients finaux jusqu'à des prestations plus complexes de pilotage d'implantation ou de recherche de cibles à racheter, ce que nous sommes en train de faire actuellement d'ailleurs sur le secteur automobile, puisque comme on va le voir, c'est un secteur très important au Mexique et aux États-Unis. Et nous avons aujourd'hui un certain nombre d'acteurs français qui se positionnent au Mexique en production. Alors, aux États-Unis, on a vu qu'il y a peu de slides et que ça doit être très préparé. Moi, on m'a dit de ne pas préparer de slides du tout. Donc, n'hésitez pas à intervenir pour diriger la conversation selon vos témoignages, votre intérêt sur le pays et vos expériences. Donc, moi, je vais vous parler du Mexique, donc vu de Mexico, et vous parler plus précisément de la politique commerciale qui se profile avec les États-Unis. Et nous allons voir qu'il y a un grand nombre de points à souligner. Alors, tout d'abord, il faudrait, je pense, remercier dans un sens le président américain, Donald Trump, qui a permis de mettre le Mexique, je dirais, sous les feux des projecteurs de l'actualité, avec une vision différente de la vision qu'on peut avoir en France, puisque quand j'ouvre les journaux depuis plusieurs années, journaux généralistes, on parle du Mexique via les problèmes de sécurité, de corruption, etc. Et aujourd'hui, on se rend compte, grâce à Donald Trump, que le Mexique n'est pas que ça. Donc les journaux français, je dirais, devraient plutôt prendre en compte une réalité industrielle du Mexique qui aujourd'hui est une menace pour les États-Unis. Donc ça, c'est une bonne nouvelle que nous apporte le président américain, puisqu'en effet, aujourd'hui, le Mexique produit plus de véhicules que la France ou que l'Espagne. Il produit 20% des voitures produites dans la zone ALENA. C'est ce qui embête notre président américain, enfin votre président américain. Et ça va être en effet donc un des gros sujets dans la renégociation de l'ALENA. Donc aujourd'hui, pour vous donner quelques exemples de ce qui se passe au Mexique, et vous donner une configuration du Mexique pour bien le positionner au niveau mondial. Aujourd'hui, le Mexique a un commerce extérieur principalement avec les États-Unis, donc très dépendant des États-Unis, qui absorbe 80% des exportations mexicaines. Donc quand on voit ces chiffres, en effet, ça peut faire très peur. Et les importations en provenance des États-Unis représentent la moitié des importations du Mexique. Donc on est en effet sur le papier complètement dépendant des Américains. Ceci dit, il faut aller voir de plus près ce que comportent ces importations et exportations et on va se rendre compte qu'on a une très forte intégration. Pour revenir à l'exemple que je voulais vous donner, l'an dernier, en 2016, en septembre 2016, il y a eu 2 ouvertures. L'ouverture de l'usine Kia dans le nord du Mexique qui représente 3 milliards d'investissements pour produire 300 à 400 000 véhicules par an. Il y en a déjà eu 170 000 produits à fin juin 2017. Et en même temps, Audi a ouvert quelques semaines après son usine dans l'état de Puebla où Volkswagen est présent avec une usine de 17 000 personnes. Donc Audi investit 1,3 milliard de dollars
Pourquoi? Et en même temps, il y a d'ailleurs une usine BMW qui est en construction à San Luis Potosí. Pourquoi? Parce que le Mexique est un pays très ouvert qui a signé une vingtaine d'accords avec une quarantaine de pays, dont avec l'Union européenne, on en reparlera, et exporte donc des véhicules au Japon sans droit de douane, par exemple. Donc BMW, qui est à Atlanta, a préféré construire une usine au Mexique pour exporter au Japon sans droit de douane plutôt que de construire cette usine aux États-Unis, ce qui énerve bien sûr nos amis américains. Donc on a un secteur très, je dirais, stratégique, et c'est le secteur automobile qui va centraliser, cristalliser, je dirais, les négociations. Alors, maintenant, quel est l'état d'esprit à Mexico? On a eu bien sûr un gros choc en novembre lorsque Donald Trump a été élu, puisqu'il a eu un discours clairement agressif par rapport au Mexique. Donc, bien sûr, c'est un personnage peu apprécié. Donc, hier, la modératrice était américaine. Je censurais un peu plus mes propos, ce qui a créé, bien sûr, un gros coup de bambou. Mais ensuite, on est revenu, je dirais, à la normale. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le peso est revenu au niveau préélectoral, donc avant novembre 2016. Nous sommes cependant dans, je dirais, une période anxiogène, puisque nous avons des effets d'annonce qui sont assez agressifs de la part du président américain, mais erratiques. Donc l'année a, je dirais, commencé de façon un peu difficile pour le Mexique, puisqu'on manque de visibilité, ça c'est clair. Pour vous donner un exemple, le 26 avril, Donald Trump a tweeté qu'un executive order était en cours de rédaction pour dénoncer l'ALENA, tout simplement. Et le 27 avril, il a tweeté en disant « J'ai parlé avec Trudeau et Peña Nieto, donc Premier ministre canadien et le président mexicain. On ne va pas l'annuler, ce sera un choc pour l'économie américaine, on va le renégocier. » Bon, bonne nouvelle. D'ailleurs, il y a beaucoup de choses très bonnes qui peuvent provenir de cette renégociation. Et dernièrement, fin août, nous avons eu de nouveau des menaces tweetées. Les négociations avancent mal, les négociateurs sont difficiles, on va sortir de l'ALENA, et le peso n'a pas bougé. Donc nous sommes, je dirais, dans une phase avec un certain manque de visibilité, mais serein du côté du Mexique. Je vais vous parler d'une réunion qu'on a eue avec l'association CCEF et un des négociateurs de l'ALENA à Mexico en mars dernier. Cette personne s'appelle Salvador Béar et est directeur général des sujets d'Amérique du Nord au ministère de l'économie. Et donc, nous, on regarde en fait quelle est la réalité économique. Et la réalité économique est plus complexe que souhaiterait, je pense, le président américain, qui d'ailleurs fait des menaces qui sont illégales, puisqu'il a dit je vais taxer l'automobile mexicaine, qui sont des entreprises américaines, à 35%, ce qui est faux et archi faux. Donc c'est un mensonge qu'il faut souligner, puisque si les États-Unis sortent de l'ALENA, ce sont les règles de l'OMC qui s'appliquent, et l'accès au marché mexicain serait plus cher pour les États-Unis que l'inverse. Et on serait sur des droits de douane qui sont encore tout à fait modérés. Par contre, ça ferait beaucoup de dégâts pour l'agriculture américaine, on y reviendra. Donc je reviens sur cette réunion, et voilà ce qu'on nous a expliqué, chiffré. Il faut regarder de plus près les chiffres. Qu'est-ce qui est dans le viseur américain? C'est le déficit commercial avec les États-Unis, qu'ont les États-Unis avec le Mexique, qui est de 66 milliards de dollars, qui a progressé depuis le début de l'année d'ailleurs, de 13%, ce qui n'est pas une très bonne nouvelle dans le cadre de la renégociation. Bref, il faut regarder de quoi sont composées ces importations et ces exportations. On est au-delà d'un partenariat commercial, on est aujourd'hui dans une intégration industrielle. Il y a des produits qui traversent 8 fois la frontière, des produits semi-finis, qui traversent 8 fois la frontière. Donc le Mexique a commencé d'ailleurs à s'industrialiser grâce aux Américains, clairement. Et aujourd'hui, les chaînes de valeur sont extrêmement intégrées. Donc ça n'aurait aucun sens d'imposer des droits de douane sur des produits semi-finis qui traversent plusieurs fois la frontière, le tout pour des sociétés américaines. Ça créerait une inflation terrible aux États-Unis. Ce serait clairement, au niveau industriel, au niveau économique, se tirer une balle dans le pied, mais du côté américain directement. Aujourd'hui, les flux quotidiens Mexique et États-Unis sont de 1,4 milliard de dollars. Il s'agit des flux quotidiens. Les échanges globaux Mexique-États-Unis sont de 500 milliards de dollars par an. Et il y a 100 milliards de dollars de flux intragroupes.
donc de sociétés américaines qui remontent des dividendes aux États-Unis. Donc, quid de ces flux? Il faut prendre en compte, par exemple, que la valeur ajoutée automobile produite aux États-Unis américaines a 40% de contenu importé du Mexique. D'ailleurs, c'était un des gros intérêts du traité, à savoir profiter finalement des bas coûts de production du Mexique pour améliorer la compétitivité de la chaîne de production américaine. Donc aujourd'hui, si les États-Unis décident d'imposer des droits de douane, ce qui sera de toute façon refusé par les Mexicains, ils vont perdre en compétitivité, ça c'est clair. Ils risquent une guerre commerciale qui pourrait leur coûter cher. Pourquoi? Parce que le Mexique absorbe des exportations américaines de façon assez importante, notamment pour des États clés. C'est le premier réceptionnaire des exportations du Texas, Nouveau-Mexique, Californie, Arizona, et le deuxième réceptionnaire d'une vingtaine d'États américains. Il y a d'ailleurs eu une association de commerce mexicano-texane qui a été créée dernièrement. Et là, on va se rendre compte que les meilleurs avocats du Mexique vont être les exportateurs américains. Il y aurait 6,5 millions d'emplois qui dépendraient de ces exportations. Et le Mexique absorbe 40% des exportations du Texas, 95 milliards, ce qui est énorme. Et le PIB du Texas, pour faire court, c'est le PIB du Mexique. Et le Texas est un État extrêmement important au niveau électoral. Donc voilà, donc on se rend compte que la réalité est beaucoup plus complexe que souhaiterait le président américain. Pour vous donner des exemples précis, donc on a vu le degré d'intégration. On peut parler des exemples de la tomate qui régulièrement revient sur la scène, puisqu'il y a bien je dirais d'actualité, puisqu'il y a des producteurs américains et des producteurs mexicains qui produisent avec une main-d'œuvre à peu près 10 fois moins chère, en contre-saison en plus. Et donc 74% des tomates fraîches consommées aux États-Unis proviennent du Mexique. Ça n'avait pas plu à Obama en son temps, qui avait, pour empêcher un dumping mexicain de la tomate, fixé un cours minimum, un prix minimum en dollars, pour contrer les effets de dumping mexicain. Et donc d'ailleurs, nous, on travaille dans le secteur, on a financé le secteur des exportateurs français qui travaillent avec des producteurs de tomates. Donc on les interrogeait, ils nous ont dit c'est une excellente nouvelle, comment vont-ils se passer de nos tomates? Et maintenant j'ai un prix garanti en dollars, un prix minimum. Donc tout est beaucoup plus compliqué qu'il n'y paraît. C'est pour ça que nous sommes, je dirais, optimistes du côté mexicain par rapport à ces renégociations, qui d'ailleurs étaient peut-être dans un sens aussi nécessaires. Alors les points très importants qui vont être soulignés, qui sont objets de tension, sont les suivants. Paradoxalement, on se rend compte que Donald Trump est le meilleur allié de nos syndicats mexicains, et les Canadiens d'ailleurs critiquent ce sujet, à savoir qu'au Mexique, et ça a été clairement la base de développement du pays, le pays a parié sur des très bas coûts salariaux, non? Donc des salaires très faibles, très bas coûts de production, qui, en fonction d'ailleurs du niveau du peso, sont parfois inférieurs à la Chine. Donc le Canada et les États-Unis demandent une révision globale du droit du travail mexicain, ce que les Mexicains ont bien sûr refusé. Ceci dit, il va falloir aller vers un certain équilibrage au niveau salarial, ce qui ne se fera pas du jour au lendemain. Autre sujet clé de la renégociation, c'est ce qu'on appelle les règles d'origine, puisque pour avoir le tampon ALENA, il faut bien sûr qu'un certain pourcentage de la valeur ajoutée soit produit dans la région ALENA. Le but étant qu'il n'y ait pas des Chinois qui arrivent, qui mettent une usine au Mexique à très bas coût de production pour assembler leurs produits et exporter sans droit de douane aux États-Unis. Et d'ailleurs, ce taux qui est de l'ordre de 62,4% pour être précis, est l'un des taux les plus élevés dans les traités de libre-échange que l'on a pu voir. Il pourrait être revu à la hausse, ce qui arrangerait le Mexique. Pourquoi? Parce qu'il faudra d'autant plus d'intégration de production et de valeur ajoutée générée dans le pays. Et d'ailleurs, bon, c'est pour ça qu'on a, je reviens un petit peu sur le secteur automobile, c'est pour ça que l'on a l'arrivée d'entreprises étrangères, de PME étrangères dans le secteur automobile et aujourd'hui aéronautique. Pour donner un exemple, il y avait 500 entreprises japonaises en 2009 et aujourd'hui il y en a 1000.
notamment dans le centre du Mexique, qui avait été pris par exemple par Donald Trump lors de sa campagne, et qui avait dit, pour parler de l'ALENA, dénoncer le pire traité jamais signé, comme il disait, qui avait pris un exemple plaisant pour nous, dans un sens. Il a dit à Détroit, les zones industrielles sont en friche, il n'y a plus d'eau potable, et à Querétaro, à 160 km au nord de Mexico, il y a des zones industrielles flambant neuves et l'eau est potable. Et ce qui est vrai, puisque Querétaro est un État qui connaît une croissance de l'ordre de 6 à 8% par an depuis 2009. Donc sur 10 ans, on double le PIB. Donc d'ailleurs, on a Airbus Hélicoptère qui a ouvert une usine, on a Safran qui est le premier employeur aéronautique au Mexique qui a une usine. Donc en effet, ce que dit Donald Trump correspond à une réalité. Donc maintenant, pour revenir au sujet des négociations et des résultats, on va dire, on voit que les enjeux ne sont pas si terribles pour le Mexique, puisque le retour aux règles de l'OMC ne serait pas un gros déséquilibre. Cependant, donc, il y a des points très précis à négocier et des lignes rouges que le Mexique s'est fixées. Donc, revoir des droits de douane à la hausse ou imposer des droits de douane, le Mexique sort de la table des négociations et donc plus fort qu'on peut l'imaginer. Au niveau des résultats, qu'est-ce qui s'est passé au Mexique depuis le début de l'année ? Eh bien, écoutez, le secteur automobile a progressé. L'embauche a progressé de 5% sur le premier semestre dans le secteur automobile. La croissance a été revue à la hausse pour 2018 par la banque Scotiabank de 2,4 à 2,7%. Le déficit avec les États-Unis s'est accentué, plus 13%, 13,7 je crois. Donc finalement, nous avons une inertie industrielle qui fait que les nouvelles sont relativement bonnes du côté mexicain. Donc au niveau des négociations, nous avons un calendrier assez serré puisqu'il y a des échéances électorales aux États-Unis et au Mexique mi-2018. Donc tout le monde veut aller vite dans ces négociations et nous pensons plutôt à une modernisation sans doute nécessaire du traité. Et le Mexique d'ailleurs a été très opportuniste puisque le Mexique veut intégrer dans ce traité certains secteurs qui méritaient une certaine modernisation, à savoir le commerce électronique, le secteur des télécoms et surtout le secteur de l'énergie, puisque le secteur a été libéralisé entre guillemets il y a 3 ans et est ouvert aujourd'hui aux capitaux privés. Et le Mexique veut inscrire, je dirais, dans le marbre et dans ce traité cette libéralisation et cette ouverture de son secteur. Donc finalement, il y a des opportunités très intéressantes pour le Mexique sur la base de cette renégociation. Et ce qui est intéressant pour nos entreprises françaises, puisque là, je vous parle en effet du point de vue mexicain, je dirais, il faut prendre en compte que, bien sûr, le Mexique connaît cette dépendance très forte à la conjoncture américaine et aux humeurs américaines, on va dire, et donc cherche fortement à diversifier ses clients et ses fournisseurs. Et ça fait donc depuis 2000 que le Mexique s'est tourné vers l'Europe, avec un traité qui a été signé avec l'Union européenne. Et les échanges ont explosé depuis cette date avec l'Union européenne, qui a aujourd'hui presque 13% de part de marché au Mexique. La France a 1% de part de marché, mais les échanges bilatéraux ont été multipliés par 4 depuis 2011. Donc il y a de la place pour les sociétés industrielles, il y a de la place pour des PME exportatrices de biens de consommation, de biens d'équipement. Il faut profiter, je dirais, de cette dynamique et de cette recherche de diversification, d'autant plus que la marque France est extrêmement valorisée au Mexique. Donc écoutez, voilà un panorama que j'espère plus ou moins complet. Et si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, ou des commentaires sur ces sujets. Bonjour et bravo pour votre brillant exposé sur le Mexique. Juste une question, vous parlez surtout du Mexique par rapport au traité aux États-Unis. Oui. Est-ce que vous pourriez aussi parler des marchés ouverts, des problèmes de développement d'activités ou de l'infrastructure dans les différents États, ou est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu le marché mexicain sans la logique Alena, s'il vous plaît. Très bien. Oui, écoutez, alors le Mexique est un pays industriel, comme je vous l'ai cité, qui est en très forte croissance, qui connaît une croissance régulière et positive depuis 2009.
et il a souffert en 2009, 2008, 2009, et plus, je dirais, généralement depuis l'an 2000. Je dirais, commencer par le début. Alors, je reviens à l'ALENA parce que c'est le 1994, cette date et ce traité qui a permis au Mexique de rentrer, je dirais, dans la modernité. Donc, il faut enlever cette image du Mexique qu'on peut avoir des années 80, un pays tributaire du pétrole avec plein d'entreprises publiques tout à fait peu rentables. Aujourd'hui, le pétrole ne représente plus que 5% des exportations mexicaines et nous allons en faire un gros pays en termes de commerce extérieur, puisque le commerce extérieur du Mexique, cumulé, est supérieur au commerce extérieur de toute la zone Amérique latine, Brésil y compris. Alors, les secteurs historiques porteurs sont le pétrole, on y revient. Il y a beaucoup d'ailleurs d'investissements en cours, puisque le secteur a été libéralisé. Les énergies renouvelables, avec aussi des paquets d'appels d'offres qui sont publiés actuellement. Il y en a pour presque 7 milliards de dollars. Pour parler des secteurs historiques, le secteur automobile est bien sûr très important, ça représente 20% des exportations. Donc la chaîne de valeur est relativement intégrée et continue à s'intégrer. Donc nous, on a beaucoup de PME françaises qui vont s'installer en plasturgie, mécanique de précision, pour être en face de leurs clients qui sont des Valeo, Faurecia, Continental, etc., qui leur demandent d'être présents en production. Je vous ai dit que donc on a affaire à un pays très industriel, 37% du PIB. Et il faut savoir que les biens d'équipement sont en très grande majorité importés. Et là, on a des belles cartes à jouer. Par exemple, dans la plasturgie, 95% des équipements de transformation de plastique sont importés, pour donner un exemple. Nous avons, les autres secteurs historiques sont l'électronique et le secteur électrique. Pour revenir d'ailleurs aux relations avec les États-Unis, 25% des ordinateurs achetés aux États-Unis sont fabriqués au Mexique. Le secteur textile mexicain a profité énormément de l'ALENA et a détruit, entre guillemets, le secteur textile américain. Donc nous avons un secteur textile relativement développé. Et il faut souligner que le Mexique a bien sûr vécu sur son commerce extérieur, mais aujourd'hui est un vrai marché intérieur. C'est le 11e marché mondial, 127 millions d'habitants, avec un quart de la population qui a un pouvoir d'achat comparable à la moyenne des pays de l'OCDE, puisque donc le Mexique fait partie de l'OCDE depuis 1994, et 6 à 7% de la population qui a un très fort pouvoir d'achat, notamment concentré sur Mexico, ce qui en fait la 8e ville la plus riche du monde. Donc aujourd'hui, on a un marché interne très dynamique. Pour vous donner un chiffre, à fin 2016, les achats de voitures ont progressé de 18%. Donc on a des chiffres qui sont assez phénoménaux, grâce notamment à l'ouverture du crédit, du robinet du crédit qui progresse de l'ordre de 10% par an. Donc on a des gens qui ont envie de consommer, qui consomment beaucoup. J'allais dire parfois un peu trop, parce que ce sont des gens qui n'ont pas vraiment une visibilité, ils ont une culture de l'achat et pas vraiment une culture de l'épargne. Voilà. Mais ce qui en fait un pays très attractif pour tous les biens de consommation. Nous avons eu par exemple sur 2016 l'ouverture de 50 malls, et dont 8 ou 9 à Mexico, ce qui représentait, je dis ça de mémoire, 250 000 mètres carrés, quelque chose comme ça, qui sont flambant neufs, très impressionnants, et une diversification d'ailleurs de ce qu'on voit dans les rayons, hein, là, pour parler de la consommation privée, et des recherches d'offres, en effet, d'offres qui permettent de diversifier et de se différencier par rapport à la concurrence. Donc ça, il faut souligner ce marché interne très dynamique aussi, ce qui n'était pas forcément le cas auparavant. Voilà pour les secteurs porteurs. Donc, pour donner quelques exemples sur ce que nous faisons actuellement, pour illustrer, je dirais, les potentiels, nous avons accompagné en début d'année une société qui est producteur de truffes haut de gamme en France, qui est présente dans, je ne sais plus, une quarantaine de pays, je crois. Et nous avons visité typiquement une chaîne de supermarchés qui s'appelle City Market, qui est haut de gamme, positionnée haut de gamme luxe, qui est en pleine croissance et qui a passé une commande d'ailleurs dernièrement. Nous avons visité des intégrateurs avec un autre client de la région qui fabrique des servo drives, qui est un appareil qui se met entre l'ordinateur et le robot. Donc nous avons visité des intégrateurs spécialisés dans le secteur automobile avec des choses intéressantes à faire.
Nous pouvons aussi visiter des clients finaux. Donc là, on a fait le tour des grands producteurs d'alimentation animale, avec un client de la région, encore une fois, qui fabrique des lignes d'extrusion pour alimentation humaine et animale. Donc voilà, je dirais qu'il y a aujourd'hui un certain nombre de secteurs dynamiques avec un marché en croissance, donc beaucoup d'opportunités. Et lorsqu'on arrive avec des produits techniques, c'est fortement apprécié. Par contre, la limitation, je dirais, du marché est que nous avons affaire à des gens qui ont une visibilité assez court-termiste. Donc c'est un marché axé prix. Et ça, c'est parfois une difficulté, pouvoir démontrer l'économie que l'on va faire avec une technologie plus chère et supérieure. C'est parfois dur de vendre, je dirais, ce concept à un acheteur mexicain. Voilà. Et juste une dernière question. À combien vous évaluez l'impact sur l'économie mexicaine de la déconfiture du Brésil ? Est-ce que vous pensez que ça a récupéré pour vous citer Volkswagen et les autres Écoutez, c'est une question difficile. Sincèrement, je ne pourrais pas y répondre très précisément. Je peux vous dire que de ce que l'on voit à partir de Mexico, les entreprises françaises étaient très axées sur le Brésil, très intéressées par ce marché, bien sûr, énorme, et méprisaient, c'est pas le mot, mais ignoraient un petit peu ou méconnaissaient un peu le marché mexicain. Et aujourd'hui, le relais de croissance est au Mexique, donc s'intéresse en effet au marché mexicain. Donc pour nous, on voit une certaine dynamique qui vient d'Europe et qui est due en effet au problème brésilien. Maintenant, entre les deux pays, il n'y a pas énormément d'échanges, il n'y en a pas assez d'ailleurs. Le Brésil est très protectionniste et le Mexique est un pays très, très ouvert, très libéral et se tourne plutôt vers l'Alliance Pacifique ou le TPP qui est mort-né mais que le Mexique essaie de faire revivre. Donc le Mexique s'est plus tourné vers l'Asie, je dirais malheureusement entre guillemets, parce qu'on a une offre assez cheap, bon marché, qui vient concurrencer, je dirais, l'offre mexicaine. Mais ce sont deux pays jumeaux, un peu frères ennemis d'ailleurs, qui ont beaucoup de choses à faire. Et aujourd'hui, d'ailleurs, le Mexique se tourne vers le Brésil pour s'approvisionner en maïs, en menaçant les États-Unis, les farmers américains, de ne plus acheter leur maïs en cas de déconvenue lors de la négociation de l'ALENA, ce qui serait dramatique pour l'agriculture américaine. Donc voilà ce que je peux vous dire pour le chiffrer. Sincèrement, je ne pourrais pas vous donner quelque chose de plus précis. Peut-être pour ajouter, donc, nous on a un bureau donc, au Mexique, en Colombie et au Brésil, et clairement en fait il y a vraiment une dynamique, comme l'a dit Olivier, ALENA avec le Mexique qui est plus tourné vers l'Amérique du Nord et qui emmène dans ce cas plutôt la Colombie, voire les pays andins, avec une zone qui parle espagnol, et le Brésil qui est vraiment un pays marché à lui tout seul, qui peut avoir une petite dynamique effectivement régionale, mais qui est vraiment à travailler de façon spécifique avec une langue qui est différente. Enfin, voilà, on peut pas se dire on va arriver au Mexique pour essayer de toucher le Brésil, par exemple. Voilà, est-ce que vous avez d'autres questions, remarques sur le sujet mexicain ou expérience sur le marché? Eh bien, très bien. Donc, merci à tous pour votre attention et je vous souhaite une bonne fin de journée. Je crois qu'il y a maintenant un cocktail déjeunatoire et puis des rendez-vous l'après-midi pour ceux qui se sont inscrits. Au revoir. Ouais.